Merci. Je dois vous avouer que je suis un petit peu émue ce soir, parce que c'est la dernière en fait pour moi. La dernière d'une série de meetings et de réunions publiques, pas la dernière des combats qu'on va mener en commun. Mais je tenais d'abord à vous dire à tous et à toutes merci. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci pour avoir cheminé avec moi ces 5 dernières semaines en réalité, même si la campagne officielle a commencé le 12 mai dernier. Merci pour cette image du front de gauche, voilà, comme on l'aime, combattant, rassemblés, unis. Merci donc pour tout cela et merci aussi à ceux qui sont venus ce soir. Merci à Pedro, merci à Clémentine, merci à Martine et merci à Pierre. Leur soutien est nécessaire, il est important et je pense que ce soir on a commencé et on va finir bien sûr une très belle soirée. Alors, c'est vrai que cette campagne est compliquée, c'est vrai que cette campagne est difficile. Et je ne vais pas vous étonner si je vous dis que le premier jour de la campagne en Bretagne, c'était à Brest, c'était le 24 avril dernier, première conférence de presse, première question, alors comment vous allez faire pour mobiliser, pour lutter contre l'abstention ? Et qu'allez-vous faire pour mobiliser et pour dire à vos concitoyens qu'il ne faut pas voter pour le Front National ? Ces questions, on les a eues en boucle tout le temps. Tout le long de cette campagne, on a eu effectivement les mêmes remarques, les mêmes questions. Et finalement, on se dit que nos dirigeants et nos commentateurs médiatiques ont contribué à construire cette espèce de prophétie autoréalisatrice. Surtout, n'allez pas voter dimanche 25 mai prochain. À tel point que je crois que ces gens pourraient presque écrire un petit manuel de l'abstention pour les nuls. Et finalement, nous, on leur a dit quelque chose qu'on a découvert parce qu'on sait faire qu'une chose, on sait faire des campagnes de terrain, on sait aller à la rencontre de nos concitoyens. On a rencontré beaucoup de monde. On a rencontré des salariés qui luttent pour leur emploi. On a rencontré des marins-pêcheurs qui vivent mal du fruit de leur travail. On a rencontré des agriculteurs, des paysans comme dit Xavier, qui vivent aussi très très mal de leur travail, des mytiliculteurs, des producteurs de lait, des hommes et des femmes qui se battent dans nos régions pour les services publics. Et tous ces hommes et toutes ces femmes ne nous ont pas dit « les élections ne nous intéressent pas ». Ils nous ont dit « on en a marre ». On en a marre d'avoir été pris pour toujours les dindons de la farce. On en a marre de subir les politiques que nous subissons. On est déçus. On est déçus par ce gouvernement qui se dit de gauche et qui mène des politiques de droite, des politiques d'austérité qui nous écrasent. On en a marre, alors effectivement, on ne peut pas forcément le leur reprocher, mais le fossé s'est creusé effectivement entre l'Europe et nos concitoyens. Et ce n'est pas que les peuples se désintéressent de l'Europe, c'est surtout que l'Europe libérale, elle, s'est profondément désintéressée des peuples européens. Elle s'est construite sans eux. Vous saisissez un petit peu l'absurdité de la chose. On construit l'Europe, mais on l'en construit sans les peuples. Et l'anecdote qui vaut quand même son petit pesant de cacahuètes, c'est l'histoire de la Grèce. Début avril, on vous annonce une grande nouvelle à la télévision. On vous dit, merveilleux, la Grèce va mieux. Ben oui, puisque maintenant elle va pouvoir de nouveau emprunter sur les marchés financiers. Et sans rire, des commentateurs toujours... des journalistes, sur des chaînes que je ne citerai pas là pour ne pas leur faire de la publicité, disaient « mais c'est curieux quand même, aujourd'hui il y a une grève générale en Grèce, les Grecs sont en colère, on ne comprend pas, pourtant ils devraient être contents, la Grèce est sortie d'affaires, elle peut emprunter à nouveau sur les marchés financiers. » Voilà le fossé tel qu'il est aujourd'hui dans l'Union européenne. Et ce fossé, il a grandi, il a grossi. Et aujourd'hui, c'est un trou béant, énorme, entre les attentes de nos concitoyens et des peuples qui sont légitimes et l'Union européenne libérale telle qu'on l'a construite, c'est-à-dire contre eux et simplement et uniquement pour les marchés financiers. Alors, quand la crise a commencé, il y a quelques années de cela, on avait une crise qui paraissait terrible, on n'en mesurait pas, et Pedro nous l'a dit, et d'autres camarades qu'on a eu la semaine dernière, un meeting comme Alda, eurodéputée du Portugal, du Bloco, nous l'a dit aussi, on ne mesurait pas les dégâts qui allait se poursuivre dans cette Europe en crise. Cette Europe en crise qui finalement est en crise aussi à cause de ses propres institutions européennes. Nous avons une Union européenne qui est fondée sur non pas la collaboration des peuples, ce que nous réclamons,
Elle n'est pas le garant non plus de justice sociale. L'Europe, c'est le contraire, et avant tout donc un grand marché où règne la concurrence libre et non faussée, où règne le dumping social et fiscal, où règne la compétition de tous contre tous. Et cette construction, malheureusement, si la crise est aussi forte, c'est parce qu'elle s'est scellée au fil des ans par des traités et des directives qui n'imposent que cela. Et quand la crise explose, la crise des dettes, comme ils l'ont dit en 2010, la réponse des classes dirigeantes, elle est toujours la même. Toujours plus de pouvoir pour les marchés financiers, avec toujours plus d'inégalités, toujours plus de pauvreté, toujours plus de misère, de catastrophes écologiques pour le plus grand nombre. Le grand patronat en profite pour remettre en cause tous les acquis sociaux, en particulier ceux qui ont été acquis de haute lutte après la Seconde Guerre mondiale. Ce grand patronat cynique, avec à sa tête en France, au MEDEF, Pierre Gattaz, qui ose prôner la modération salariale pour l'ensemble des travailleurs et qui a le toupet, lui, de s'augmenter ses revenus de 29%. Alors bien sûr, si on écoute nos gouvernants, de droite d'ailleurs comme du Parti socialiste, il faut appliquer les dogmes les plus imbéciles imposés par l'Europe. Vous savez, le fameux déficit qui ne doit pas dépasser 3% du PIB. Alors personne ne sait vous l'expliquer, personne ne sait le justifier, d'ailleurs y compris les économistes, et pas forcément les nôtres, pas les plus marxistes, vous disent que ça n'a aucun sens économique. Eh bien il faut quand même l'appliquer, même si ce n'est pas censé, ces 3%, bien sûr, ont des conséquences dramatiques sur notre quotidien. Et puis ces 3%, il faut les appliquer parce qu'ils sont inscrits dans le marbre, dans le traité de Maastricht. Mais aujourd'hui, c'est surtout un prétexte et un moyen pour faire payer aux ménages 50 milliards d'économies. 50 milliards d'économies sur notre dos. Et en réalité, ces 50 milliards d'économies ne financent qu'une chose, comme d'habitude, les cadeaux fiscaux au patronat. 36 milliards, 30 milliards pour le pacte de responsabilité. Et notre nouveau Premier ministre, Manuel Valls, qui fait le généreux, bon, à 4 ou 5 jours du tour des élections européennes, on peut comprendre pourquoi, en expliquant qu'il va aider à sortir des impôts ou à payer moins d'impôts un certain nombre de nos concitoyens contribuables aux revenus modestes. Mais c'est du baratin, parce que ce qu'il fait en fait, il fait semblant de donner d'une main ce qu'il va reprendre d'une autre lorsqu'il va effectivement appliquer ce plan drastique de 50 milliards d'économies. Alors, quand les candidats socialistes de cette circonscription, et dans les autres d'ailleurs, nous étonnent beaucoup, parce qu'ils expliquent effectivement, cela a été dit tout à l'heure, qu'ils vont se battre contre l'austérité en Europe. Mais par contre, il nous faut un petit peu rigoler, parce que visiblement, ils ne se battent pas beaucoup contre l'austérité dans notre pays. Au contraire, ils l'appliquent ici, mais ils la plébiscitent aussi dans les institutions européennes. Et j'en veux pour preuve ce qui a été dit, bien sûr, c'est la cogestion scandaleuse entre le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, qui cogèrent et qui votent au Parlement souvent les mêmes choses, les mêmes lois, les mêmes directives. Alors quand nos dirigeants politiques nous disent, sans rire, on n'y peut rien, c'est l'Europe, on a cette loi, cette directive, il faut l'appliquer, il faut qu'elle soit conforme à notre législation, ils nous mentent. Ce sont des menteurs, parce qu'en réalité, ce sont eux qui dirigent les institutions, ce sont eux qui désignent les commissaires européens, ce sont eux qui, aujourd'hui, font la politique, la pluie et le beau temps. Dans le Conseil européen, ce sont nos chefs de gouvernement et nos chefs d'État. Et même si le Parlement européen, certes, a des pouvoirs, pour le moment, on a une Europe qui est antidémocratique, avec une Commission et un Conseil européen qui, aujourd'hui, mènent des politiques qui écrasent nos peuples et qui écrasent l'ensemble des peuples européens. Alors, on en revient à nos concitoyens, à nos salariés, à nos hommes et nos femmes qui vivent dans les quartiers populaires. On a fait, Xavier l'a rappelé, une opération cet après-midi. On est allé distribuer du lait. On a expliqué la démarche. On l'a fait avec la Confédération paysanne, on l'a fait avec le MODEF. On a dit, voilà, la grande distribution se fait du gras sur les producteurs de lait, puis elle s'en fait aussi sur vous, consommateurs, vous qui subissez en plus des politiques d'austérité. Ouais, les personnes qui nous ont accueillis l'ont fait avec beaucoup de chaleur, beaucoup de gentillesse, beaucoup aussi d'intérêt. Et bien évidemment, nous ont parlé de leur souffrance au quotidien, du ras-le-bol. Bien. Et bien sûr qu'il y a un danger qui nous guette aujourd'hui, en France et en Europe. On ne va pas se la raconter. Il existe ce danger et il faut le combattre. C'est le repli. C'est le repli nationaliste.
c'est la haine de l'autre, la xénophobie, qui ne sont pas des solutions, qui n'ont jamais été des solutions pour nous. C'est d'ailleurs insupportable, comme l'a dit Pierre, qu'on puisse nous associer aux europhobes, aux eurosceptiques, comme si d'ailleurs le débat il était entre eurosceptiques et puis les europhiles. Nous, on n'est ni l'un ni l'autre, on est pour l'Europe des peuples, on est internationaliste, on est pour une Europe solidaire, une Europe de la coopération. Mais si on est pour ça, il faut s'atteler maintenant à combattre aussi cette Europe justement de l'extrême droite, parce qu'elle existe, et elle n'est pas bien sûr une solution. Elle surfe, et c'est classique, toujours sur le désespoir, sur le désarroi, sur la colère. Marine Le Pen ne défend pas le camp des travailleurs. C'est insupportable de voir des gens comme Marine Le Pen, comme son père, qui n'a pas non plus changé, expliquer qu'ils défendent les salariés, qu'ils défendent les petites gens, comme ils disent, les mêmes et la même qui n'a pas voté contre la directive des travailleurs détachés le 16 avril dernier. Pas parce qu'elle trouvait qu'elle n'allait pas assez loin, mais parce que cette directive ne contrôlait pas assez les travailleurs étrangers. Pour Marine Le Pen, c'est très clair. L'ennemi, ce n'est pas le patronat qui profite de la directive et qui surexploite des travailleurs venus souvent de l'Est et du Sud. C'est le travailleur, c'est l'immigré, c'est la classique politique du bouc émissaire. Eh bien, cette extrême droite-là, c'est notre ennemi à nous. C'est notre ennemi naturel. Ça sera toujours l'ennemi du camp des travailleurs et du mouvement ouvrier en France comme en Europe. Et d'ailleurs, quand les débats ont lieu ici dans cette circonscription, avec Monsieur Le Breton, qui est le tête de liste du Front National, il dit la même chose. Il ne s'en prend pas, il le dit lui-même, aux entreprises qui font ce qu'elles peuvent, qui sont les victimes, les pauvres. Il s'en prend effectivement aux travailleurs détachés. Et si vous avez suivi le débat sur France 3, il s'en prend encore aux immigrés. Et Jean-Marie Le Pen, cette vieille crapule fasciste, qui s'est permis de dire il y a 2 jours que pour lutter contre l'immigration ou contre la surpopulation, comme il le dit, bien sûr une surpopulation qui vient du Sud, bien naturellement, il faudrait prier Monseigneur Ebola, quand on sait ce que c'est qu'Ebola, cette maladie terrible, cette saloperie qu'il a pu dire là, à une certaine époque, aurait suscité beaucoup plus, mais beaucoup plus de réactions. Il faut être vigilant, rester très vigilant et riposter à cette extrême droite qui est un véritable danger non seulement pour les travailleurs, mais pour l'ensemble des peuples et pour l'ensemble de la solidarité que nous défendons. Alors oui, face heureusement à ces visages qui sont terribles de l'Europe, il faut quand même qu'une autre Europe se dresse. Celle qui s'exprime à travers les résistances en Grèce, au Portugal, dans l'État espagnol, en Slovénie, en Pologne, en France le 12 avril dernier, le 15 mai dernier avec les fonctionnaires, aujourd'hui avec les cheminots, dont je salue la lutte. Ces, bien sûr, résistances, elles s'expriment et elles existent. Et cette Europe de la résistance, bien sûr, explique le choix que nous avons fait de présenter à la présidence de la Commission Alexis Tsipras, parce que c'est bien sûr le leader de Syriza en Grèce, mais c'est aussi notre candidat, notre porte-voix pour une gauche de transformation résolument radicale, sociale et écologique à l'échelle européenne. Et surtout, il symbolise la résistance d'un peuple martyr, le peuple grec, parce que ce peuple à qui on a fait tout subir, comme un cobaye en cage dans le laboratoire de la Troïka, vous savez, la Banque Centrale Européenne, le Fonds monétaire international et la Commission, eh bien ce peuple, il est debout et il est toujours prêt à se battre. Et il faut bien sûr être toujours à ses côtés contre tous les plans d'austérité qu'il subit. Cette Europe des résistances et des luttes, elle doit pouvoir compter sur une vraie gauche, une gauche de combat, qui n'a pas peur, bien sûr, d'affirmer haut et fort, tout simplement, qu'il faut rompre avec l'Union européenne actuelle. Rompre avec l'Union européenne, ça a été notre leitmotiv de campagne dans le Grand Ouest, comme partout en France. Rompre avec l'austérité pour refonder l'Europe, c'est l'autre partie, bien sûr, du leitmotiv que nous avons clamé haut et fort dans toutes nos réunions et dans tous nos meetings. Mais rompre signifie, bien sûr, concrètement, qu'il faut commencer par désobéir. Il faut réapprendre à désobéir. Nous, peuple de gauche, organisation de la gauche radicale, il faut apprendre à dire non.
Non aux traités européens qui ont bâillonné les peuples et favorisé uniquement les marchés financiers. Non à l'austérité qui impose des plans terribles à la majorité des populations. Il faut apprendre à désobéir et réapprendre bien sûr à désobéir à l'échelle européenne pour pouvoir porter un projet alternatif pour refonder l'Europe. Ça veut dire qu'il ne faut plus accepter les dictats de l'Europe et qu'il ne faut plus accepter non plus de payer la dette. Si aujourd'hui nous sommes élus, nous allons demander bien évidemment au minimum un moratoire et un audit des dettes européennes. Et là on verra alors que la plupart de cette dette, elle est illégitime et qu'il pourra être demandé et exigé son annulation. Bien sûr qu'il faut désobéir et qu'il faut refuser aussi les institutions telles qu'elles sont. Ça a été dit peu de temps avant moi, nous avons un système complètement fou. L'Europe marche sur la tête. Nous avons une banque centrale européenne qui est complètement indépendante, qui fait ce qu'elle veut. Elle n'est contrôlée par personne. Elle est au service des marchés financiers. Et l'euro est au service des marchés financiers. L'euro n'est pas un problème en soi, c'est un outil. Il n'est pas au service des peuples et des États. Nous, on dit aujourd'hui, il faut changer tout cela. Il faut qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne, au lieu de prêter à des taux très bas aux organismes financiers, qui à leur tour, évidemment, prête à des taux très élevés aux États, il faut que cette Banque centrale européenne prête bien évidemment directement aux États, prête directement aux collectivités territoriales pour financer les investissements publics indispensables aux besoins sociaux des peuples de l'Union et à la transition écologique. Et pour cela, il faut que nous exigeons aujourd'hui de changer le statut et le rôle de la BCE et de la mettre sous le contrôle des peuples et des États. Alors, bien sûr, il faut désobéir pour refonder l'Europe. Dans certains débats, on m'a dit comment on fait pour désobéir. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple grec parce que je crois qu'il est significatif. Et puis parce que peut-être que demain, dans 2 jours, dans 3 jours, c'est la Grèce qui nous montrera l'exemple. Lorsqu'on dit, et lorsque Alexis Tsipras, avec son parti, a failli se retrouver au pouvoir en Grèce, lors des législatives il y a 2 ans, il a dit la chose suivante. Nous n'appliquerons plus les mémorandums. Nous désobéirons. Nous ne paierons plus la dette. Nous renégocierons. Nous ne ferons pas ce qu'on nous demande. Eh bien, c'est cela que devrait faire un vrai gouvernement de gauche. Et c'est cela que des parlementaires de la gauche radicale exigeront dès le 26 mai au matin. Il faut donc refonder l'Europe. Ceux qui nous disent que vous voulez tout détruire ne comprennent pas que ce sont eux qui ont tout détruit. Les acquis sociaux, les services publics, l'espoir des peuples. Nous, on dit qu'il faut refonder les institutions. Et dans notre Europe à nous, la Commission européenne n'existera pas. C'est le Parlement européen qui aura bien sûr plus de compétences comme légiférer, ce qui devrait être évident quand même pour un Parlement. Mais d'autres instances de décision permettant au peuple d'exercer leur pouvoir devront être créées. Et je voudrais rappeler quelque chose, une expérience que nous avons partagée en commun en 2005, lorsque nous nous sommes battus dans l'unité contre le TCE. Nous avons alors posé un principe fondamental. Nous avons cheminé ensemble et nous nous sommes rendus compte que de la lutte contre le TCE en est venue bien sûr la lutte pour la démocratie en Europe. Elle est fondamentale. Et nous avons lancé l'idée qu'il faut reprendre aujourd'hui d'un processus constituant qui permettrait au peuple de décider démocratiquement de leurs propres institutions et de leur propre représentation. Alors, les adeptes à critique de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, moi je les appelle pas les europhiles mais les eurobéats, vantent les progrès démocratiques depuis le traité de Lisbonne, qui donne, paraît-il, un droit d'initiative politique à un rassemblement, vous savez, d'au moins 1 million de citoyens, venant d'au moins un quart des pays membres. Mais après, que fait-on de ces volontés ou de ces droits des citoyens? Eh bien après, la Commission européenne, encore elle, peut ainsi être amenée à rédiger, si elle le souhaite, de nouvelles propositions d'actes juridiques de l'Union dans les domaines relevant de ses attributions, mais elle n'y est pas forcée. Voilà leur conception à eux de la démocratie. Vous pouvez toujours causer, la Commission décide. Oui, refonder l'Europe donc, pour une Europe démocratique et pour une Europe sociale. Et quand on y réfléchit, on est obligé aujourd'hui encore, 57 ans après le traité de Rome, de parler, voire d'exiger une Europe sociale. L'Europe sociale n'existe pas dans l'Europe actuelle. Elle n'existe pas parce qu'on a construit, bien sûr, une Europe du dumping social. Alors les camarades l'ont dit, nous exigeons bien sûr la fin de la directive des travailleurs détachés,
qui permet de surexploiter les travailleurs et qui, en plus de ça, oppose les travailleurs entre eux qui sont menacés de perdre leur emploi. Je dois dire que nous affirmons quelque chose qui a été discuté dans les débats que nous avons eus avec les autres têtes de liste, parce que nous les avons obligés à venir sur le débat de cette Europe sociale. Tout d'un coup, ils étaient tous pour, même l'UMP. Ils étaient pour l'Europe sociale, bien sûr, mais ils nous ont dit il faut attendre, il faut patienter, ça va venir. Ça fait 57 ans que les peuples attendent. Nous affirmons, quant à nous, le principe de non-régression sociale avec l'alignement sur le droit le plus avancé. Et contre le dumping social, il faut réclamer aussi aujourd'hui un salaire minimum en Europe. Ceux qui nous disent que c'est compliqué ou qu'il faut se contenter, comme je l'ai entendu, de la politique des petits pas, eh bien ceux-là sont des capitulars et sont des hypocrites. Et puis, leur Europe aussi, c'est l'Europe du productivisme, parce que ça va de pair avec le système capitaliste, avec toutes les horreurs que cela comporte, conséquences sur le climat, pillage des ressources naturelles, grands projets inutiles, multiplication des déchets toxiques que nous ne parvenons pas à retraiter et que nous déversons parfois dans les pays en voie de développement, appauvrissement très rapide de la biodiversité, santé dégradée à cause de produits nocifs comme les pesticides. À part quelques avancées, quelques contrôles sur l'environnement et encore, qu'a fait l'Europe pour lutter contre le réchauffement climatique ou contre la pollution? Eh bien, l'Europe libérale a créé un marché. Voilà, le marché du droit à polluer. Aujourd'hui, on le dit, face à la crise écologique, l'existence d'un intérêt général humain radicalement anticapitaliste n'a jamais été aussi évidente. La première nécessité de l'humanité est bien sûr la préservation de l'écosystème que nous avons en commun. Elle implique la mise en œuvre d'une planification écologique, Martine en a parlé, et bien sûr aussi le retour des biens communs de l'humanité et des services d'intérêt général dans le giron public. Cela implique notamment la mobilisation de budgets au niveau des pays européens pour accélérer la transition énergétique parce qu'il y a urgence. Cela passe notamment par le développement accéléré des énergies renouvelables, pour diminuer bien sûr les énergies productrices de gaz à effet de serre. Et même s'il y a un débat dans le front de gauche sur la sortie ou pas du nucléaire, si je partage bien évidemment ce qui aujourd'hui exige la sortie du nucléaire, nous demandons en tout cas, nous, un débat public national immédiat sur la politique énergétique en France et sur la place du nucléaire dans notre pays. Vous comprendrez alors combien effectivement la question d'Alstom dans cette campagne est quelque chose de très très important. Pour nous, il faut défendre bien sûr le refus du démantèlement d'Alstom, non seulement pour protéger les emplois très qualifiés, mais aussi pour pouvoir développer des filières industrielles spécialisées par exemple dans les énergies renouvelables. Et nous demandons aujourd'hui la nationalisation d'Alstom sous contrôle public et sous contrôle des salariés. Parce que vous comprenez que ce n'est pas une histoire franco-française. On se moque de savoir si les capitalistes qui vont pouvoir jouer de leur prédation sur Alstom sont américains ou allemands. Aujourd'hui, on a une opération de pure inspiration financière entre groupes capitalistes. Il faut protéger Alstom, il faut prendre ses responsabilités, il faut donc le nationaliser. Nous voulons remettre les choses, ça a été dit, à l'endroit, parce qu'effectivement, le monde et l'Europe marchent sur la tête. Tout est soumis au profit, au marché, à la concurrence. C'est cela qui détruit l'agriculture. Je n'y reviens pas, Xavier en a parlé, mais il est évident pour nous que la première fonction d'une agriculture paysanne, c'est tout simplement de nourrir ses peuples. Alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est le contraire qu'on nous fait. C'est une agriculture productiviste qui détruit tout, qui détruit les sols, qui détruit l'eau, qui détruit la santé des agriculteurs et qui, en plus, ne leur permet pas de vivre du fruit de leur travail. Nous voulons une agriculture donc propre qui, bien sûr, nourrisse les peuples et permette aux travailleurs de la terre de vivre du fruit de leur travail. Alors, bien sûr aussi, il faut s'attaquer à la finance. Et il ne suffit pas de le dire ou de la désigner, parce qu'on nous dit, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais il faut de l'argent. Mais de l'argent, il y en a en Europe. Il y en a en France déjà. Ça a été dit, c'est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Mais en Europe, il y en a. Il y a 12 300 milliards d'euros de PIB pour l'Europe, pour l'Union européenne. C'est la première puissance économique du monde aujourd'hui. De l'argent, il y en a, c'est 26% des richesses mondiales.
Et il faut donc affronter la finance. Et pour ça, il faut taxer les transactions financières et pas au rabais, comme ça a été le cas la semaine dernière, grâce notamment à nos dirigeants socialistes qui ont tout fait pour vider de sa substance la première loi qui avait été discutée. On va se retrouver aujourd'hui avec une loi qui va appliquer des prélèvements qui seront prélevés en 2016 à hauteur de 5 milliards d'euros. Une paille. À l'opposé donc de ces politiques de renoncement, nous on est pour imposer aussi une harmonisation fiscale qui éviterait bien sûr les délocalisations que l'on connaît, pour en finir avec le dumping fiscal et l'évasion fiscale, et s'en prendre bien sûr avec courage aux paradis fiscaux, y compris et surtout dans l'Union européenne. Voilà donc la politique qu'on défend et qu'on défendra en Europe, au sein du Parlement européen, bien sûr pas tout seul, mais avec d'autres, ça vous a été dit, avec nos autres camarades de la gauche unie européenne. Mais la construction d'une autre Europe passe aussi par la construction d'une Europe des droits. Comme pour l'Europe sociale, l'Europe des droits est un serpent de mer. Alors on nous dit, mais l'Europe sociale, elle existe, l'Europe des droits aussi, il y a quand même la Charte des droits fondamentaux. Cette Charte des droits fondamentaux, Clémentine l'a rappelé, n'oblige à rien. Et surtout, en son sein, il n'y a pas un droit qui nous paraît aujourd'hui imprescriptible, qui devrait y figurer. C'est le droit des femmes à disposer de leur corps, le droit à l'IVG partout en Europe. Cette Europe des droits, elle aurait dû inscrire ce droit fondamental des femmes en son sein. Parce que si les femmes n'ont pas ce droit, elles ne sont pas libres de leur destin. Eh bien, il y a quelques jours de cela, lors du débat télévisé, j'ai été offusquée, scandalisée d'entendre des hommes, bien entendu, expliquer qu'il fallait patienter pour ce droit aussi. Et puis qu'après tout, on n'avait qu'à renvoyer ce droit à l'échelle des parlements nationaux. Nous, on revendique aujourd'hui l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et que cette égalité s'applique effectivement, que ce soit pour le droit à l'avortement, que ce soit pour l'égalité salariale, tout simplement une égalité totale entre hommes et femmes en Europe. C'est la moindre des choses quand on parle effectivement de la moitié de l'humanité. L'Europe qu'on veut, nous aussi, et qu'on veut refonder, est aussi un espace d'émancipation où sont garantis les droits égaux de toutes et tous, quelle que soit l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et une terre d'asile, oui, une terre d'asile pour toute personne persécutée dans le monde pour ses motifs. Un espace d'émancipation où sont garantis les droits égaux pour tous, sans citoyens de seconde zone. Comment peut-on accepter aujourd'hui les politiques menées vis-à-vis des Roms, européens comme vous et moi, maltraités en France, persécutés dans leur pays et leurs différents pays d'origine? Et que dire encore de cette Europe démocratique façon forteresse de Schengen? Il est inacceptable et insupportable de voir la Méditerranée se transformer peu à peu en cimetière marin. Et encore une fois, pour revenir à ce débat qui m'a marqué il y a 2 jours, la plupart des têtes de liste, lorsqu'on a parlé des politiques d'immigration, lorsqu'on a parlé de Schengen, se sont permis, alors qu'on parlait d'êtres humains qui meurent parce qu'ils veulent rejoindre l'Eldorado Europe, qui meurent en se noyant, hommes, femmes et enfants, eh bien, beaucoup d'entre eux, malheureusement, beaucoup d'entre eux, je le regrette d'ailleurs, y compris à gauche, ont parlé de passoire. Leur problème, c'est que l'Europe est une passoire, qu'il n'y a pas assez de contrôle, disent-ils. Eh bien, il est absolument insupportable d'entendre des choses pareilles. L'Union européenne, c'est la liberté pour les capitaux, mais pas pour la circulation des êtres humains. Et la tentative de passage de dizaines de milliers de ressortissants venant du Sud ou venant en général des pays émergents, fuyant la misère ou les conflits, est révélateur au fond de comment marche le monde et de comment marche l'Europe avec des rapports de domination qu'imposent les pays du Nord, dont l'Union européenne, et que subissent les pays du Sud. On repousse les populations qui fuient souvent la misère, mais par contre, on va, par nos multinationales, piller leurs richesses. Ce sont d'autres rapports de collaboration, de coopération désintéressée entre le Nord et le Sud qu'il nous faut développer. C'est ainsi alors que l'Europe pourra se vanter de porter un vrai projet émancipateur, mais ce n'est pas vraiment aujourd'hui le cas, même quand il s'agit de porter un message commun, de paix ou de solidarité. L'Europe est infichue de le faire. Elle est incapable de le faire pour l'Ukraine, d'avoir une politique ou une voix
qui en tout cas doit préserver l'intérêt de l'ensemble des populations ukrainiennes et de la paix. Elle est infichue d'avoir aussi le courage de défendre ce qui nous paraît, nous aussi, incontournable et qu'on fera et qu'on continuera à faire au sein du Parlement européen, c'est le droit et les droits du peuple palestinien. Voilà donc l'Union européenne telle qu'elle est, et ce n'est pas bien sûr l'Europe dont nous rêvons. Alors bien sûr, je n'invite pas mes camarades juste à rêver de l'Europe que nous souhaitons, je vous invite tout simplement à vous battre pour qu'une autre page de l'histoire s'écrive, qu'on ne soit pas simplement condamné à subir. Et c'est pour cela aussi que je vous invite à faire du 25 mai prochain un référendum anti-TAFTA. Vous savez, l'accord de libre-échange dont on vous a parlé ce soir, qu'on négocie comme d'habitude dans notre dos, qui casse les dernières protections, normes écologiques, sociales et sanitaires, et qui vise tout simplement à soumettre les peuples américains et européens aux intérêts des multinationales. Et ce traité est extrêmement dangereux. Il va plus loin, cet accord, que les autres, parce qu'en réalité, il instaurera un nouvel ordre mondial. Il instaurera une dictature des multinationales. Et il le fera par le biais notamment de tribunaux privés qui passeront outre les législations nationales et qui arbitreront, on le sait, surtout en faveur des multinationales contre les États. Alors, aujourd'hui, donc, voilà la drôle d'Europe qu'on nous vante et à laquelle il faudrait continuer à faire confiance, les yeux fermés. Nous ne sommes pas candidats au suicide. C'est pour cela que je vous invite aussi à poursuivre, à résister et à agir. Car quand les peuples ne s'en mêlent pas, on le sait, tous les coups bas sont permis. Donc résister et se battre, voilà l'offre qu'on vous fait. Alors il va falloir effectivement ces 2 derniers jours redoubler d'efforts, secouer les consciences, convaincre qu'abandonner la voie du renoncement pour reprendre le chemin de la résistance et de la lutte est le choix qu'il faut faire. Dès à présent et avec détermination, il va falloir convaincre que le 25 mai prochain, il ne faut pas s'abstenir. Parce que l'abstention, c'est la prime au sortant. Si vous êtes en colère, et vous avez raison d'être en colère, si vous vous abstenez, vous permettez à ces politiques de se poursuivre. Et le 25 mai, il y a au moins 3 enjeux. Il y a déjà un enjeu, je l'ai dit, contre le traité, le grand marché transatlantique. Ça, c'est la première chose. Mais il y a un autre enjeu, il est national. C'est aujourd'hui de sanctionner et de poursuivre la sanction qu'a subi le Parti socialiste aux élections municipales en sanctionnant la politique de Manuel Valls. Et puis il y en a eu un troisième, bien sûr, enjeu. C'est celui d'envoyer des parlementaires au Parlement européen qui vont oser se battre pour rompre avec l'austérité et les traités, pour refonder une autre Europe. C'est le premier jalon d'une résistance que peuvent et doivent porter des élus du Front de gauche. Des élus qui se battront, bien sûr, à l'intérieur de ce Parlement et de l'institution, mais aussi à l'extérieur. Nous l'avons longuement expliqué à tous ceux et toutes celles que nous avons rencontrés dans cette campagne. Nous ne sommes pas des élus et nous ne voulons pas être des élus comme les autres. On se battra à l'intérieur, mais on se battra à l'extérieur, en tissant des liens avec ceux qui résistent, avec les organisations syndicales, avec les collectifs militants, avec nos peuples, avec les citoyens, pour pouvoir effectivement porter aussi à l'extérieur les résistances, les fédérer, aider à les fédérer et porter un projet alternatif parce qu'il y a urgence, une urgence sociale, démocratique et écologique. Alors pour conclure et affirmer à nouveau avec vous une dernière fois ce qui fait notre spécificité à ces élections européennes, ce qui fait notre identité, c'est-à-dire désobéir à ce monde cruel et absurde, apprendre à dire non. Je voudrais citer et vous lire un passage d'un essai, d'un ouvrage qu'a écrit très récemment un grand journaliste, qui tente lui aussi de nous réapprendre à dire non. Lui-même se définit comme un lanceur d'alerte. Il faut écouter celle-ci d'alerte et l'appel à la désobéissance qui suit. Alors je vous cite. Les cris s'accumulent dans une confusion du sens et une perte de repères dont aucune force ne semble capable de dénouer les fils, à l'exception des tenants de la régression, la plus obscure, vers le plaisir de détester ensemble les juifs, les musulmans, les arabes, les noirs, les roms, les étrangers, le monde, l'Europe, mais aussi les homosexuels, sans oublier les femmes. Bref, les autres, tous les autres. Passion triste de l'inégalité, des hiérarchies et des discriminations. Passion dangereuse et ravageuse qui, inéluctablement, en viennent à trier, séparer et sélectionner parmi notre commune humanité. Passion qui ruine l'espérance d'émancipation dont l'égalité des droits et des possibles a toujours été le moteur. Allons-nous continuer à subir ou nous décider enfin
à réagir. Ne sommes-nous pas requis, sauf à définitivement accepter cette servitude volontaire des peuples qui ne savent plus dire non? Dire non, et cet appel au sursaut, un sursaut démocratique et social qui rassemble et conforte afin de trouer l'épais brouillard qui aujourd'hui voile l'espérance. Alors, déchirons ensemble, chers amis, chers camarades, ce voile qui obscurcit notre avenir. Disons non, haut et fort, au vieux monde, car il faut en finir avec lui. Et disons oui à celui à construire un monde lumineux de justice sociale, vivant en harmonie avec notre écosystème, un monde d'égalité totale et de solidarité. Et pour conclure enfin, après le 25 mai, et quoi qu'il arrive, et quels que soient les résultats, tous ensemble, on continue et on ne lâche rien.